Bonjour, c'est Lex Insight sur For Change, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler de l'usage des réseaux sociaux dans le cadre professionnel. Ce sera dans quelques instants avec Eva Touboul, fondatrice du cabinet Touboul. Autre sujet, on parlera protéger l'entreprise revient-il à sacrifier le dirigeant? Ce sera avec Philippe Gonnet, conseil chez Fiducia Legal by Lamy. Et enfin, on parlera de la TVA sur les loyers. Quelles sont les récentes évolutions avec Anne Jérômeta, associée chez Deloitte Société Avocats. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside. Vous êtes sur For Change et on va parler de l'usage des réseaux sociaux dans le cadre professionnel. Quels sont les pouvoirs de l'employeur avec mon invité Eva Touboul, avocate fondatrice du cabinet Touboul. Eva, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelle est la liberté d'expression des salariés sur les réseaux sociaux? Elle est immense. Ne nous mentons pas, les salariés ont énormément de chance en France, c'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer comme ils le souhaitent. On considère que, en gros, c'est leur vie privée sur les réseaux sociaux et la France, c'est le pays qui protège, fait partie des pays européens qui protègent le plus la vie privée. Est-ce que pour autant on peut tout dire? Ah non, c'est la limite de l'exercice, bien sûr. Mais on peut dire beaucoup de choses. Et notamment si c'est dans des groupes privés. Vous avez compris que je fais allusion notamment à Facebook, la grande dichotomie, groupe privé, groupe public. Attention quand même à un groupe privé, mais sur lequel il y aurait énormément de monde, et notamment des personnes qui connaîtraient l'employeur. Si vous veniez à dire des choses très désagréables, voire dénigrantes sur votre employeur, ce serait plus forcément considéré comme privé. Donc tant qu'on est dans un groupe privé réduit, Restreint. on peut s'aller à des commentaires sur son employeur, son ça entreprise. pourrait arriver aux oreilles de l'employeur, mais il ne pourrait pas vous licencier sur ce fondement. Comme toute liberté, la liberté d'expression, la vie privée, voilà, il y a des restrictions qui seraient l'abus et l'atteinte à la réputation de l'employeur et, partant de là, à son business. Comment ça se caractérise? Alors, l'abus pourrait se caractériser, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse reconnaître l'employeur. Et il faut qu'on puisse imputer véritablement au salarié, qu'on puisse le reconnaître soit sous son pseudo, soit il y a écrit sur son LinkedIn ou son Insta ou sur son Facebook, salarié de l'entreprise Intel. On peut donc lui imputer, enfin en tous les cas, on peut retracer que c'est bien lui qui l'a écrit, et deuxièmement, qu'on puisse identifier l'employeur dont il parle, à savoir le sien. Et à partir de là, le juge va devoir faire une balance entre la liberté d'expression d'un côté, si c'est sur un groupe public notamment, ou une conversation sur LinkedIn, et de l'autre côté, l'impact réputationnel pour l'employeur. Et la perte que ça peut représenter pour lui également de clients ou l'impact, de l'atteinte à son image. Quelles sont les illustrations jurisprudentielles sur ce sujet? Alors, notamment, un salarié pensait que ça posait aucun souci, un chef de projet qui met, et là on est sûr, c'est pas tant l'abus là qui sera sanctionné, mais le manquement à une obligation, parce qu'on n'est pas que dans l'abus, les salariés ne font pas que dénigrer. Un salarié, il a accès à des données personnelles dans l'entreprise, dans tous les cas, il a accès à des données confidentielles qui lui sont confiées parce qu'il est salarié de cette entreprise. Et il y a une obligation de loyauté? Obligation de loyauté et obligation aussi de respect de la confidentialité et du secret professionnel auquel il est lié. Notamment un chef de projet qui met sur LinkedIn la coupe du prochain moteur de l'entreprise dans laquelle il travaille, qui est une entreprise secret défense. On comprend que ça va créer des ennuis. On comprend que l'employeur considère que il y a une atteinte au secret professionnel, à la confidentialité et partant potentiellement à la viabilité de l'entreprise, qui n'assure pas à ses clients le secret auquel l'entreprise est censée être liée. Quels sont les pouvoirs de l'employeur pour faire face justement à un abus d'un de ses salariés, comme vous veniez d'évoquer? Alors les pouvoirs, c'est faire constater par l'huissier, notamment sur les réseaux,
dès lors que c'est en public. Mais il a des pouvoirs quand même très limités parce que le droit de la preuve, il y a le droit de la preuve et le droit à la preuve. Le droit de la preuve de l'employeur est limité dans le fait qu'il doit recueillir cette preuve de façon, je dirais, loyale. Et donc, il ne doit pas créer de stratagème. Par exemple, un faux compte pour aller traquer le salarié. Il ne doit pas le filmer. Vous voyez, il y a toutes ces limites. Il faut que ce soit loyal. Sauf que, attention, aux salariés qui nous écoutent, récemment, la Cour de cassation, en décembre dernier, est venue mettre un petit coup d'arrêt. Et elle est venue dire, attention, c'est pas la fête non plus. Il y a une petite limite, ce qui est très rare que la Cour de cassation apporte des limites à la vie privée. Elle est venue dire, attention, oui, en principe, un groupe privé, tout peut s'y passer. Il n'y a pas trop de limites. Dès lors que, ce qu'on a rappelé tout à l'heure, c'est restreint, etc. Donc on pourrait potentiellement même dénigrer l'employeur sans que l'employeur puisse faire état d'une atteinte et que le juge, dans sa balance, dise oui, l'atteinte à l'entreprise est plus importante que le respect de la vie privée. Non. Et là, la Cour de cassation est venue nous dire attention, mais c'était un cas très spécifique d'un hôpital où des aides-soignantes et des infirmières avaient organisé une fête alcoolisée, déguisée, dansante, où elles avaient maltraité des patients et où elles avaient mis ces photos sur un groupe privé sur Messenger. Donc, l'application qui est reliée de chat qui est reliée à Facebook. On aurait pu s'imaginer que c'était totalement privé. Et la Cour de cassation est venue dire non, d'abord ce sont des photos du lieu professionnel. Et oui, l'employeur porte ce faisant une atteinte à la vie privée, mais il y a aussi le droit à la preuve. Donc, le droit de la vie privée s'oppose au droit à la preuve de l'employeur. Et s'il veut apporter la preuve, c'est parce qu'il y a un intérêt légitime qui est violé en l'espèce, à savoir l'intérêt et le droit de l'employeur de faire respecter les patients qui sont dans son hôpital et qui payent ou qui sont résidents de son hôpital. Et donc l'atteinte était telle, alors c'est un cas assez spécifique, on va pas se mentir, mais ça vient dire attention les salariés, c'est pas la fête. C'est pas parce que c'est pas vu pas pris. Donc on peut pas tout dire et tout faire. Non, non. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On poursuit ce Lex Inside. Protéger l'entreprise revient-il à sacrifier le dirigeant? On en parle tout de suite avec mon invité, Philippe Gonnet, conseil chez Fiducia Legal by Lamy. Philippe, bonjour. Bonjour Arnaud. Protéger l'entreprise revient-il à sacrifier le dirigeant? Alors j'ai envie de vous répondre parfois, mais le moins souvent possible, puisque la philosophie du droit des entreprises en difficulté en France consiste tout de même et le plus possible à associer le dirigeant, qui reste l'homme clé du retournement de l'entreprise, à cette dernière. À condition, évidemment, qu'il ait suffisamment anticipé les difficultés et qu'il ait choisi les bonnes procédures pour y remédier. Schématiquement, je dirais qu'on va distinguer deux types de procédures, de grandes familles de procédures, que sont les procédures amiables, le mandat ad hoc et la conciliation, qui partagent toutes les deux le fait d'être confidentielles et consensuelles. Le chef d'entreprise qui est seul à l'initiative de ces procédures ne peut rien se voir imposer et doit tenter, avec l'aide d'un conciliateur indépendant, de trouver un accord avec ses créanciers. La deuxième typologie de procédures, ce sont finalement les procédures judiciaires, essentiellement la sauvegarde et le redressement judiciaire, qui correspondent à des situations où l'entreprise a des difficultés plus importantes. Ces procédures sont quant à elles publiques. Elles sont ouvertes par un jugement du tribunal qui gèle le passif, ouvre une période d'observation, au cours de laquelle la direction de l'entreprise va être assistée et surveillée par un administrateur judiciaire qui va aider in fine le chef d'entreprise à présenter à ses créanciers un plan pour apurer ses engagements. Évidemment, et vous l'avez bien compris, l'impact et le rôle du dirigeant va varier selon la procédure vers laquelle on va s'orienter.
Alors, vous évoquez le rôle du dirigeant. Quel est son rôle dans le cas de difficultés des entreprises? Anticiper, anticiper et anticiper toujours. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès qu'on voit la moindre difficulté, il faut en identifier l'origine et voir si elles sont passagères ou structurelles. Dès qu'on perçoit le fait qu'elles puissent être structurelles, il faut aller voir ses conseils, avocats, experts comptables, ne pas hésiter à pousser la porte des présidents des tribunaux de commerce qui sont là pour aider et non pas pour sanctionner, et être orienté le plus vite possible vers la procédure la plus adaptée, car de la procédure découlera l'impact sur les droits et les obligations du dirigeant. Justement, vous parlez d'impact. Quel est l'impact de l'ouverture d'une procédure sur un dirigeant? Ça va dépendre de la procédure. Schématiquement, si je m'arrête aux procédures amiables, comme le dirigeant en est à l'initiative, elles n'auront pas d'aspect négatif. Au contraire, je dirais, quand ce dernier est le garant de certaines des dettes de l'entreprise, les délais et les remises négociées et consenties par les créanciers dans le cadre de cette procédure de conciliation, par exemple, vont lui bénéficier. Par contre, la situation va être légèrement différente, et c'est bien normal lorsqu'on bascule sur une procédure judiciaire, puisque les difficultés de l'entreprise sont nécessairement plus prégnantes et l'encadrement du tribunal plus important. Voyons le côté positif. Le côté positif reste que l'ouverture de la procédure gèle le passif et interrompt ou interdit les actions contre le dirigeant si ce dernier est caution ou co-obligé. De la même manière, voyons le côté positif, si le dirigeant réussit à élaborer et à faire adopter un plan de continuation, il pourra bénéficier des délais et des remises consentis et imposés aux créanciers. Maintenant, il faut voir aussi l'hypothèse où ça ne se passe pas bien. L'hypothèse doit être découlée, à mon avis, de deux manières. Soit que la procédure, qui était une procédure de sauvegarde, va être convertie en redressement judiciaire, soit que les difficultés de l'entreprise étaient tellement importantes que finalement, nous étions déjà en procédure de sauvegarde. Dans ce cadre-là, et si la pérennité de l'activité l'impose, le tribunal va pouvoir organiser l'éviction totale ou partielle du chef d'entreprise. Cette éviction, elle va prendre plusieurs formes. Soit qu'on s'oriente vers l'établissement et la présentation d'un plan de continuation, donc avec pour objectif d'apurer les dettes, auquel cas le chef d'entreprise, le tribunal va pouvoir subordonner l'adoption du plan à l'éviction et au remplacement du dirigeant, soit que nous n'y arrivions pas, et à ce moment-là, le tribunal va pouvoir orienter la procédure vers un plan de cession qui cède toute ou toute partie des actifs à un tiers, qui ne peut pas être le dirigeant, en principe, et ce tiers va alors reprendre l'activité sans le dirigeant qui se retrouvera dépouillé finalement de son entreprise. Alors, c'est des situations extrêmement difficiles pour les dirigeants. Est-ce qu'on peut rechercher des responsabilités à son encontre pour avoir mis l'entreprise justement en difficulté? Et comment protéger le dirigeant de ces situations? Alors effectivement, dans les cas les plus graves, c'est-à-dire dans l'hypothèse où l'entreprise basculera en liquidation judiciaire, soit à la suite d'un plan de cession, soit une liquidation judiciaire sèche, si des fautes de gestion sont identifiées à l'encontre du dirigeant, ce dernier va pouvoir être actionné en responsabilité. On va distinguer deux types d'actions contre le dirigeant. Des actions personnelles qui vont avoir pour objectif de l'écarter de la vie des affaires. On pense immédiatement à l'interdiction de gérer ou à la faillite personnelle, qui peuvent avoir une durée de 15 ans, c'est pas anodin. Ou alors à des sanctions pécuniaires, où lorsque ce dernier a commis des fautes de gestion clairement identifiées qui sont à l'origine notamment de l'insuffisance d'actifs, le liquidateur va pouvoir agir à son encontre pour obtenir sa condamnation personnelle au paiement de tout ou partie du passif. Et là, on voit vite l'importance d'être correctement conseillé, notamment en amont de la procédure, pour s'assurer qu'on ne commet pas des fautes qui seraient susceptibles d'être sanctionnées. Et il peut y avoir aussi des sanctions pénales, j'imagine. Alors, les sanctions pénales, c'est excessivement rare, mais effectivement, il peut y en avoir. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Arnaud. Au revoir. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de l'option TVA sur les loyers. Quelles sont les récentes évolutions avec mon invité Anne Gérometta, associée chez Deloitte Société d'avocats. Anne, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous rappeler le régime de TVA sur les loyers et le mécanisme d'option? Bien sûr. Alors, en pratique, les locations de locaux nus à usage professionnel ne sont pas soumises à TVA.
Pour autant, un bailleur, il peut décider de lui-même, d'aller mettre dans le champ de la TVA ses opérations. En pratique, ça se formalise via l'envoi d'une lettre à l'administration fiscale pour formaliser cette option pour soumettre ses loyers à la TVA. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière, il faut juste faire attention à la dénomination précise des locaux qu'on souhaite inclure dans le champ de l'option, puisque maintenant, contrairement à il y a quelques années, on a une option qui est sélective. Donc, par exemple, on pourrait choisir de soumettre à la TVA un étage et pas celui du dessous. D'accord. Donc voilà, être bien précis. Et l'avantage et l'intérêt de cette option, c'est que ça va permettre aux bailleurs de pouvoir récupérer la TVA sur les dépenses en lien avec cet immeuble. Donc, on vient de voir le mécanisme de l'option. Quelles sont les récentes évolutions? Alors, on a eu une jurisprudence au mois de décembre du Conseil d'État qui rappelle, qui pose un principe. En fait, quand vous déposez votre option, elle prend effet le premier jour du mois où elle a été exercée. Donc, si par exemple, je dépose mon option le 16 janvier 2024, elle est censée prendre effet au 1er janvier 2024. Cet arrêt du Conseil d'État, il vient nous dire qu'on ne peut pas donner un effet rétroactif à une option de TVA sur les loyers. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment bien anticiper ce sujet quand on a une démarche et une vocation à mettre en location des immeubles. Et vraiment traiter le sujet très en amont. Par exemple, si vous avez un opérateur qui se projette sur ce type d'opération, qui prévoit d'acheter un terrain, de faire construire un immeuble et après de le mettre en location, et ben en fait, le meilleur moment pour envoyer votre lettre d'option, c'est avant même d'avoir acheté le terrain. Ça va vous permettre de cranter, entre guillemets, votre intention de mettre en location après ce futur bien et de pouvoir récupérer la TVA sur vraiment les dépenses en amont. Donc également les dépenses préparatoires, les conseils, etc., le début de projection sur cette activité. D'où l'intérêt d'anticiper. Exactement, c'est vraiment le maître mot. Et après, je dirais, c'est aussi l'intérêt de suivre cet immeuble et cette option TVA sur toute la vie de l'immeuble. Parce que si, par exemple, vous avez construit un premier bâtiment et il vous reste de la superficie, vous décidez de construire un nouveau bâtiment, il va falloir soumettre une nouvelle option à la TVA pour ce nouveau bâtiment. Donc vraiment, en la matière, il faut absolument anticiper et suivre la vie de votre bien immobilier. Vous avez évoqué l'arrêt du Conseil d'État. Quelles sont les interrogations suscitées par cet arrêt du 21 décembre 2023? Au-delà de ce principe de non-rétroactivité de l'option, c'est vrai que la rédaction n'est pas, on va dire, limpide et génère un certain nombre d'interrogations puisque le Conseil d'État fait référence à la date à laquelle les engagements contractuels liés à l'option sont réalisés comme étant la première date qui pourrait générer le droit à déduction. Cela étant, à mon sens, c'est une jurisprudence qui devrait avoir vocation à s'appliquer de façon limitée dans des cas spécifiques où vraiment il y avait un défaut d'intention de mettre en location, parce qu'on a quand même des commentaires très clairs à la fois dans le Code général des impôts et dans la doctrine administrative qui vraiment démontrent qu'on peut réaliser cette option TVA bien en amont dans le cadre d'un projet immobilier. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter particulièrement sur le sujet. En définitive, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette TVA sur les loyers? Eh ben, je dirais qu'il y a 2 maîtres mots. Anticipation, vraiment déposer sa lettre d'option le plus tôt possible, être bien précis et suivre la vie de son immeuble pour être sûr que l'option continue à couvrir les évolutions éventuelles qui concernent cet immeuble. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir, merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.